On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Dans quelques instants, on vous parle de la prévente de la jonquille au profit de la Société canadienne du cancer du 1er février au 14 mars pour livraison début avril. Mais d'abord, il y a un projet pilote d'une école de pilotage à Saint-Jean-sur-Richelieu. Augmentation des mouvements à l'aéroport prévu de 8 à 10 000 pour les 7 prochains mois. Le conseiller municipal du quartier, François Auger, est contre. Il nous explique pourquoi. Vous connaissez l'expression « il ne faut pas réveiller le lion qui dort ». Bien, j'ai un peu l'impression que c'est ce qui est arrivé dans les derniers jours avec ce projet d'une école de pilotage à Saint-Jean-sur-Richelieu, avec donc, oui, une augmentation des mouvements aériens, là, ce qui crée des ennuis aux citoyens des quartiers Saint-Edmond et Saint-Lucien. Avec nous pour en discuter le conseiller du quartier, François Auger. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Donc, d'abord et avant tout, vous vous êtes prononcé contre ce projet-là. Vous l'avez d'ailleurs répété à l'occasion de la dernière séance du conseil municipal. Premièrement, ça vient d'où, ce projet-là? En fait, l'école de pilotage carrière avait approché la ville il y a un an et demi, je crois même, pour venir faire ici un test, c'est-à-dire pendant un certain temps, 6 à 8 mois, puis peut-être même s'installer à long terme. Ce qu'on avait dit non parce qu'on n'était pas prêt, la ville n'avait pas... on n'avait pas parlé. Moi, j'avais dit à l'époque, avant de faire quoi que ce soit à l'aéroport, ce que je veux avoir, c'est un plan de développement. Je veux savoir où on s'en va, qu'est-ce qu'on va faire avec ça, comment on peut rendre ça rentable, viable. Et bon, si on fait un peu le contexte, on sait que l'aéroport a été construit dans les années 40. À l'époque, il n'y avait rien alentour. Depuis, la ville a permis de se construire. Bon, on ne reviendra pas sur le passé, les maisons sont là. Maintenant, l'aéroport est enclavé sur 3 côtés. Donc, il faut quand même cohabiter. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on a à faire? C'est de dire, bien, comment je vais développer cet aéroport-là pour qu'on puisse cohabiter avec les gens qui sont alentours puis les citoyens de la ville. Que ce soit rentable, que ce soit aussi, je ne veux pas nécessairement dénigrer ça, mais une école de pilotage, je ne suis pas sûr de qu'est-ce que ça va apporter au niveau de la ville, au niveau de l'emploi. Donc, ces questionnements-là, il faut se les poser. Mais là, le projet, il est revenu sur la table et l'exécutif, donc, s'est prononcé en faveur? Oui. En fait, il est revenu sur la table dans un contexte différent. À l'époque, c'était vraiment pour faire un test, puis après ça, venir s'établir ici. Là, maintenant, ce qu'on sait, c'est qu'à Saint-Hubert, la piste principale va être en réfection à partir du mois d'avril pour tout l'été. Donc, ce qui veut dire que les écoles qui sont là ou les gens qui ont leur avion là, ils vont être laissés avec seulement une piste pour décoller et atterrir, ce qui cause des problèmes, naturellement, pour d'achalandage. Alors, on a dit, bon, là, c'est peut-être le temps de faire justement un test pendant 6 à 7 mois, puis voir qu'est-ce que ça peut donner. Moi, j'étais pas d'accord encore. Je disais non, je vais avoir un plan, je veux voir qu'est-ce qu'on va faire avec l'aéroport avant de s'embarquer là-dedans. Et je ne vois pas non plus ce que ça va rapporter au niveau financier à la ville. Juste pour qu'on comprenne bien, parce que là, dans le fond, le projet donc est remonté à la ville. C'est le comité exécutif qui s'est prononcé sur cette demande-là, parce que la demande, elle n'est pas apparue par voie de résolution au conseil avec le maire et les 12 conseillers. Non, mais dans notre pratique, donc les contrats qui sont en bas de 100 000 vont toujours à l'exécutif, ne sont pas présentés. Ça nous a été présenté au mois de juin dernier. Ce projet-là s'en vient pendant 7 mois ici parce qu'il fermait, ça a été présenté. Les gens votaient à l'entour de la table au plénier et non pas au public. Et au plénier, on était 2, moi et Mme Marcoux, qui se sont opposés. Les autres ont dit non, on va l'essayer et on veut voir ce que ça donne. Donc, ça l'a passé. L'étape suivante, c'était d'aller à l'exécutif pour approuver le contrat, l'entente qu'il y avait ici. Et là, ce que j'ai compris aussi du dernier conseil de lundi, c'est que vous et Mme Marcoux avez quand même exigé, c'était pas obligatoire, mais qu'on tienne une soirée d'information. C'est pas une soirée de consultation, c'est une soirée d'information. Oui, moi, je pouvais pas dire, me retourner puis dire à mes citoyens de mon quartier, écoutez, on a pris cette décision-là, puis je trouvais que c'était... Puis Mme Marcoux, la même chose, c'est impensable de faire ça. Je dis, au moins, il faut les informer de ce qui s'en vient. Quant au mois d'avril, on va commencer à avoir plus de vols, puis au mois de mai, puis au mois de juin, il va y avoir un paquet d'avions qui vont tourner encore plus. C'est moi qui vais avoir les plaintes, puis c'est Mme Marcoux qui va avoir les plaintes. Au moins, on va les avertir d'avance, puis on va voir qu'est-ce qu'on peut faire avec ça aussi. Bon. Mais ce qui ressort de tout ça, puis j'écoutais les intervenants au conseil de lundi, puis j'ai l'impression que, oui, on est au début février, c'est le jour de la marmotte, j'ai l'impression que c'est un peu ça. Je voyais des intervenants de là, 10 ans, 20 ans, 30 ans revenir à la charge, puis nous rappeler un peu le passé. On se rappelle, dans les années 80, il y avait un projet de prolongement de la piste qui devait aller sur les terrains excédentaires des 2 carrières. Il devait même y avoir un tunnel sur le Grand Bernier pour passer en dessous de la 11-29.
Finalement, le gouvernement fédéral a laissé tomber ce projet-là. Mais pendant très, très, très longtemps, on se disait, oui, mais on va attirer des industries. Il y en a eu pendant un certain temps. Après ça, il y en a qui ont quitté. Et là, on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait? On a un joyau, on a un aéroport, on a une tour de contrôle. Il faut amener des industries, créer des jobs. Et là, on se ramasse qu'on est en 2016. Puis, je l'avais dit tantôt, on a continué de donner des permis. Donc, les gens ont continué d'acheter des maisons tout le tour. Donc, dans le fond, c'est quoi? On veut un aéroport, mais on ne veut pas que ça soit trop dérangeant. Bien, ça peut être les deux. Donc, une des raisons, par exemple, moi, vous savez, comme vous le savez, je travaille chez Rheinmetall, qui anciennement était à Orlicon. Donc, c'était un avantage d'avoir l'aéroport ici pour Orlicon de s'établir ici. Mais ce qu'ils demandaient, c'est d'avoir un avion, une fois de temps en temps, qui faisait, pour qu'on fasse ce qu'on appelle du tracking, donc qu'on fasse de la poursuite, là, si on peut s'exprimer ainsi. Donc, ça, c'était un avantage de venir, mais ça n'occasionnait pas de déplacement puis des touch and go, ce qu'une école va occasionner. Donc, il faut comprendre, c'est pour ça que je vous dis qu'on a besoin d'un plan, c'est qu'est-ce qu'on veut faire avec l'aéroport. Ça peut être lié avec l'industrie aéronautique, sans être de construire des avions, sans être de construire des jets ou d'avoir des jets qui atterrissent à l'aéroport. Oui, parce que si on avait prolongé la piste, on aurait eu des plus gros porteurs. C'est exact. C'est exact. C'est encore dans l'air, M. Rio en a parlé. Non, je sais, mais c'est ça. Mais on dirait que oui, ça fait depuis 1940 là, que l'aéroport est bâti. Puis j'écoutais vos collègues, même Robert Quentin, qui disait bien, on devrait peut-être ressortir les études d'il y a plusieurs années là, pour voir justement qu'est-ce qu'on a dit. Hugues Larivière qui dit bien, il va peut-être falloir un jour qu'on prenne la décision de dire bien, c'est ou bien on garde l'aéroport ou bien on le ferme. Là. Et... C'est ça. Et ça veut dire que ça nous prend un plan. On n'a pas de plan présentement sur qu'est-ce qu'on veut avoir là. Si on la ferme, qu'est-ce qu'on fait avec? En résidence, en industrie, on sait qu'on n'a presque plus de terrain industriel. Est-ce que c'est ça qu'on veut aussi? Mais là encore, il faut quand même considérer les citoyens qui sont alentour de ça. On veut peut-être du développement durable, on veut peut-être des industries qui font moins polluantes, moins de bruit, etc. Donc, on s'en allait plutôt dans le domaine du savoir plutôt que dans le domaine de l'exécution. Les usines, aujourd'hui, là, au Canada... Entre vous et moi, on a des risques de ne plus en avoir bien, ça va être surtout du savoir. Donc, des laboratoires, ça peut être... Et les militaires, eux, est-ce qu'ils en ont vraiment besoin de l'aéroport? Non, pas du tout. Pas tant que ça, non? Pas de réel besoin, il n'y a pas de corrélation entre les deux. Pas du tout, pas du tout. Donc, ni la base, ni le collège. Là. Mais quand je disais tantôt, en début d'entrevue, on a réveillé un peu le lion qui dort, parce que je me rappelle de mémoire, j'ai fait plusieurs campagnes électorales avec votre prédécesseur Stéphane Legrand, puis même Yves Denis à l'époque, puis on peut remonter à M. Leroux. Là, c'est comme si à chaque fois qu'il y a une campagne électorale, le dossier de l'aéroport, il n'est jamais bien, bien loin. Non, c'est clair. Vos citoyens dans Saint-Edmond-Saint-Lucien, ils doivent vous le rappeler aussi. On avait, je dirais, dans la dernière année et demie, 2 ans, là, on avait quand même obtenu une accalmie. Là. Oui, une paix sociale relative. Une paix sociale relative. Mais là... Mais il n'y avait pas eu l'école de vol à voile aussi, des cadets de l'air, là, que ça avait entraîné là, certains... Ça, bon, l'école de vol à voile, c'est un bel exemple. Ils ont fait des changements. Ils ont changé les hélices de leur avion, que ça fasse moins de bruit, etc. Ça fait encore beaucoup de bruit. Puis c'est sûr que les étés qu'on a, comme l'hiver qu'on a cette année, c'est-à-dire s'il pleut, ça veut dire que les jours sont raccourcis, puis ils se prennent les fins de semaine, ils en font plus à d'autres journées ou à d'autres heures. Il y a certains citoyens qui, bon, évidemment, sont revenus à la charge, mais qui se posaient la question suivante sur les conditions du contrat du projet pilote de 7 mois. Là. Parce que là, il y a des heures, mais il y a des heures quand même assez larges au niveau des... Je pense que le soir, on peut faire des vols jusqu'à quoi? 10 heures. Jusqu'à 22 heures. Puis ça inclut le samedi puis le dimanche aussi. Oui. Bien, le samedi et le dimanche, c'est jusqu'à 5 heures. Jusqu'à 5 heures. De 11 heures à 5 heures, la fin de semaine. Certains faisaient une comparaison avec certaines restrictions du côté de Saint-Hubert. Je comprends que, d'ailleurs, votre nouveau directeur général, qui était DG dans une ville de la Rive-Sud, expliquait que, bon, le contexte, on ne peut pas vraiment comparer Saint-Hubert à Saint-Jean, mais en même temps, on se dit, si à Saint-Hubert, les vols arrêtent, je ne sais pas, à 3 heures l'après-midi le dimanche, puis qu'il n'y en a pas les jours fériés, comment se fait-il que nous, dans le contrat que nous avons ici, on n'a pas imposé ces mêmes restrictions? Bon, ça, je ne pourrais pas vous répondre. Je comprends, c'est pas vous qui avez négocié. Non, c'est pas moi qui ai négocié. La question est quand même pertinente. Oui, la question est très pertinente. Pour vous répondre, à Saint-Hubert, présentement, il n'y en a pas le dimanche, aucun. Le dimanche, il y a des décollages, mais il n'y a pas de touch and go. C'est les touch and go qui vraiment dérangent les gens. Il faut comprendre la différence entre les deux. Entre décoller puis s'en aller, puis un autre qui atterrit, c'est pas un gros problème. Il y a les avions qui font en répétition, qui vont juste toucher la piste et qui redécollent, et qui font ça en répétition en boucle. Là. Ils font ça pendant des heures de temps, un après l'autre. C'est ça qui est dérangeant. Il n'y a pas une règle chez Transport Canada qui dit que pour garder une tour de contrôle, ça prend quoi? 60 000 mouvements par année?
C'est la moyenne. Là. C'est la Alors moyenne. qu'ici, on en a à peu près 40 000. 40 000 à peu près. Pourquoi on a encore une tour de contrôle à ce moment-là? Ça, c'est le Canada qui pourrait répondre. C'est sûr et certain que les gens des autres aéroports environnants viennent ici aussi, comme je vous disais. Parce qu'il y a un avantage d'avoir une tour de contrôle quand on est en formation. En formation. En formation. Oui, c'est ça. Il faut que ça soit accrédité. Pour que ça soit accrédité, il faut qu'il y ait quelqu'un qui corrobore que vous avez fait le touch and go à telle heure, à tel jour, etc. Donc, toutes ces statistiques-là s'en vont chez NAV Canada pour pouvoir avoir votre licence. Donc, il y a beaucoup de gens qui viennent de l'extérieur, qui viennent ici faire les touch and go à cause de ça. Il n'y a pas une crainte, et je le sentais, moi, de la part des citoyens, de se dire, on a l'impression que, bon, à Saint-Hubert aussi, là, il y a des citoyens qui vivent alentour de l'aéroport. C'est un aéroport, évidemment, beaucoup plus gros, beaucoup plus important. Mais certains se disent, coudonc, est-ce que Saint-Jean va devenir un peu le trop-plein de Saint-Hubert? Oui, un peu la poubelle. C'est le reste qu'on a cet été aussi. Là, il y a Carrière qui s'en vient ici, mais comme je vous dis, il ferme la piste principale pendant tout l'été, là. Mais les autres avions qui sont là, il y en a d'autres écoles de pilotage aussi à Saint-Hubert, il n'y en a pas juste une. Donc, il faut qu'il y ait ailleurs aussi. Là. Il y a des citoyens qui ont amené, et je sais que c'est profondément démagogique ce que je veux dire là, mais la comparaison est quand même drôle. On dit aux gens, par voie de réglementation, vous n'avez pas le droit de passer à la tondeuse puis de donner des coups de marteau après 5 heures l'après-midi, mais tu as le droit de faire atterrir puis décoller des avions. Ouais. Il y a une dichotomie. Une dichotomie, je suis entièrement d'accord avec vous. Puis c'est ça que moi, je dis aux citoyens, c'est ça que notre base pour les prochains mois, se battre et dire, bien, regarde, ça ne marche pas, là. C'est intenable. Plaignez-vous, faites-le à chaque fois que vous avez... Aujourd'hui, on a passé, je vous disais plus tôt, aujourd'hui, on a eu 2 hélicoptères là, qui sont privés, privés, qui sont promenés, qui ont fait des touch and go. Ils ont seulement atterri à l'aéroport, ils repartent, ils font le tour. Puis là, je vous parle de 11 heures, puis moi, j'ai quitté le bureau à 4 h moins quart ce soir, puis il était encore là, en train de faire ça. Ils ont arrêté une courte pause sur l'heure du midi. Ils sont même pas d'ici, là. Ça rapporte rien à la ville. Zéro, à part le bruit. C'est une pollution. Il faut s'y En attarder. terminant, est-ce que vous avez senti à la dernière séance du Conseil du lundi 1er février que vos 10 autres collègues, là, à part vous et Mme Marcoux, que vos 10 autres collègues, plus le maire, disons, étaient peut-être davantage sensibilisés aux inconvénients que ça peut créer là, dans le quartier? Parce que c'est sûr que si on habite... Moi, j'habite dans NDL, c'est pas problématique. Si j'étais à l'île Sainte-Thérèse, encore moins. Mais... Et on a eu des appels aujourd'hui d'Iberville. Ah oui, en plus. Et si la ligne est là... Là, vous avez dit au monde... Mais c'est ça. Est-ce que vous sentez que vos autres collègues conseillers et le maire sont plus sensibles aujourd'hui qu'ils l'étaient il y a 2 semaines? Là? Moi, je pense que oui. Je crois que oui. Puis je pense qu'il faut continuer dans cette voie-là pour justement les sensibiliser jusqu'à la fin du contrat. Et là, vous et Mme Marcoux, vous avez insisté beaucoup aussi pour dire aux gens d'utiliser le système de plainte de la Ville, de ne pas téléphoner à la tour de contrôle. Ça ne donne rien, là. Bien, ça ne donne rien. C'est qu'il n'y a aucun système pour prendre la plainte, etc. Donc, parce que là, dans le fond, vous voulez vous assurer que dans les 7 prochains mois, là, que les règles du contrat soient respectées. Oui. Puis que si ce n'est pas respecté, il faut que les gens téléphonent ou aillent remplir le formulaire en ligne. Oui. Mais là, on donne des restrictions à Carrière dans ce contrat-là. Mais je veux qu'il y ait les mêmes restrictions à n'importe qui vient ici, là. N'importe quel avion qui vient atterrir ici ou faire des touch and go qui viennent de Saint-Hyacinthe ou qui viennent de Bromont, là. Il faut mettre les règles pour tout le monde, pas juste pour Carrière. Comme on dit en anglais, vous voulez du tracking. Là. Vous voulez une traçabilité absolument. De tout ce qui se passe puis que les gens utilisent le système de plainte en ligne ou par téléphone. Oui, je parlais à des citoyens aujourd'hui. Est-ce qu'on voudrait avoir, par exemple, une fois tous les mois et demi, d'avoir un rapport sur c'est quoi les atterrissages qu'il y a eu, c'est quoi les touch and go, qui est venu? C'est juste Carrière. Oui. Carrière, on les fait payer là, pour venir ici. Oui. Mais les autres, ils ne payent rien. Il faut être équitable aussi. Puis il faut aussi que les gens se rendent compte qu'il y a plus que Carrière. Là. Donc, on veut vraiment ramasser du data là, tout au long. Là. Bon. Mais aussi, puis peut-être même que ça sera une toile de fond de la prochaine campagne électorale dans 2 ans. Peut-être. Un jour ou l'autre, on devra statuer sur le véritable avenir à long terme de l'aéroport. Et moi, parce que sinon, ça va revenir tout le temps. Là. Et je continue à croire, puis à moins qu'on me prouve le contraire, que ce n'est pas avec des écoles de pilotage qu'on va réussir à financer à ce que ça soit vraiment rentable pour la Ville, pas juste pour l'aviation, pour la Ville, les gens, les emplois, etc. Voilà. M. Auger, merci beaucoup. Bonne chance. Merci, ça fait plaisir. Restez avec nous. Au retour, on vous parle de la jonquille.
Même si on est encore en hiver, oui, c'est le temps de parler de jonquilles ou de prévente de la jonquille au profit de la Société canadienne du cancer. Deux invités pour en parler. D'abord, Emmanuel Aubry. Bonsoir. Bonsoir. De même que Fernand Paradis. Bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue. Oui, c'est vrai, la jonquille, bon, il y aura des kiosques pour la mise en vente aux alentours du 5 au 10 avril. Mais là, on est dans la partie de la prévente qui, elle, a déjà débuté, en fait, le 1er février. Pourquoi y a-t-il une prévente, Emmanuel? En fait, nous, on veut accès à prévente beaucoup sur le corporatif. Donc, toutes nos entreprises de la région, vraiment leur offrir la possibilité de faire l'achat de bouquets, des arrangements floraux de jonquilles, ce qu'ils n'ont pas nécessairement en kiosque du 6 au 10 avril. C'est plus des jonquilles à l'unité, tandis que là, c'est plus des arrangements soit en vase ou en bouquet, pouvant s'échelonner entre du 25 du 50 là, par bouquet. Puis, on peut aussi laisser des pochettes corporatives. Donc, quand il y a un club social ou une personne, en fait, en entreprise qui veut prendre le mandat de prendre cette pochette-là puis de voir avec ses collègues, donc, il passe un bon de commande. Puis, nous, on va livrer mardi le 5 avril tous les bouquets qui auront été commandés à cette adresse-là. Donc, la prévente, en gros, c'est ça. Puis, notre responsable sur ce dossier-là, c'est M. Fernand Paradis. Bon, donc ça nécessite bien sûr un certain recrutement d'entreprises, recrutement de bénévoles probablement aussi un peu. Ouais. Donc, on est dans cette recherche-là pour axer beaucoup la prévente là, du 1er février au 14 mars. Oui, il faut tenir compte que, c'est sûr qu'on part avec une liste des années passées, là, une liste de personnes qui ont pris des jonquilles au cours des années passées, fait que ça aide au départ. Puis moi, ça me permet, avec mon milieu communautaire, le milieu des affaires, ça me permet de chercher de nouveaux clients, je peux dire, pour avoir des jonquilles qui puissent en prendre. Là. Ça se vend quand même relativement bien, là. Il y a une approche qui est relativement facile, mais il s'agit de prendre le temps de le faire, je peux dire. Là. Basé sur l'expérience de l'année passée, il peut y avoir à peu près combien de préventes de jonquilles dans cette période-là? On a vendu l'année passée l'équivalent d'à peu près 3 500 OK. Cette année, on vise 5 000 mais on commence beaucoup plus tôt. On commence le 1er février, puis on va aller jusqu'au 14 mars. Là, c'est quand même... Puis je mets quand même beaucoup d'énergie là-dedans pour arriver à un résultat qui soit vraiment intéressant. Donc, 1er au 14 mars, c'est la prévente de la jonquille. Et ensuite, il y aura bien sûr la vente traditionnelle en kiosque. Exactement. Donc, notre responsable qui est absente ce soir, c'est Carole Bernier. Carole s'occupe principalement de tout ce qui est gestion des sites. Donc, nous, on a à peu près une quinzaine de sites dans la région du Haut-Richelieu, un à Venise en Québec, et puis, donc, que ce soit dans les épiceries, un dans un centre de personnes âgées, des choses comme ça. Carole voit à ce que la gestion avec un responsable de site qui va s'occuper de ce site-là en particulier, et puis des responsables de bénévoles aussi qui vont faire les appels téléphoniques pour faire les horaires de ces sites-là. Donc, il y a toute la gestion aussi des étudiants du pays, que ce soit à Marcel-Landry ou Armarasco, Marsaint-Champagnat, qui ont des programmes comme ça. Les étudiants peuvent contribuer beaucoup en faisant du bénévolat durant la campagne de la jonquille. Bon. Et justement, Fernand, par rapport à la jonquille, il y a aussi donc tout cet apport bénévole au niveau de la manipulation, le montage aussi. Oui, le montage, ça, on a jusqu'au 14 mars. Par la suite, le temps de compiler tous les résultats, les données, pour arriver au 5 avril pour la mise en place des arrangements floraux qui va avoir lieu au sous-sol de l'Église du Sacré-Cœur à Iberville. Donc là, on a besoin de bénévoles. Ça prend quand même un avant-midi pour monter tous les arrangements floraux. Et au début d'après-midi, on dîne sur place. Puis au début d'après-midi, il y a des chauffeurs qui sont attitrés sur des parcours au sein de la grande municipalité de Saint-Jean. Donc là, ça veut dire que, dans le fond, dans le milieu des entreprises, ceux qui ont acheté les jonquilles en pré-vente
entre le 1er février et le 14 mars, on leur livre C'est le ça. 5 avril. Clé en main, si on peut dire. Clé en On leur livre sur tâche, ils n'ont pas besoin de se déplacer. Puis ça peut être les entreprises. Moi, je fais beaucoup affaire avec les milieux communautaires, aussi des organismes. On invite les gens à participer puis à nous contacter. Ça vaut combien? Ça coûte combien, ça, les jonquilles? Jonquilles, ça coûte, avec 10 jonquilles avec un vase, c'est 25 Puis si on prend 20 jonquilles, c'est 30 Donc, il y a une différence, pour 10 jonquilles de plus, il y a une différence de 5 Et Parce ça- qu'il y a des personnes qui ont déjà leur vase. Fait qu'eux autres, ils aiment autant pour prendre le vase, pour prendre 10 Faites juste les jonquilles. jonquilles. Bon. Et on a des prix, en fait, qui évoluent là, jusqu'à une cinquantaine de dollars. Puis on peut aussi prendre des dons. Là. Il y a des gens qui ne veulent pas nécessairement acheter des jonquilles, mais ils peuvent donner des dons, puis on émet un reçu d'impôt à ce moment-là. Quelle est la symbolique liée à la jonquille versus la cause du cancer? Bien, en fait, la jonquille, c'est parce que c'est l'emblème de la Société canadienne du cancer. Pourquoi la jonquille, principalement? C'est parce que c'est la première petite fleur qui pousse après l'hiver. Donc, et avril étant le mois contre le cancer, c'est pour ça que la jonquille est devenue l'emblème de la Société canadienne du cancer. Bon. Quelle est l'importance de s'impliquer dans cette cause-là, Fernand? Ben Cette moi, pour cause moi- du cancer, oui, mais de la jonquille, qui est une activité particulière dans l'année. Là. Ben moi, je trouve ça important de m'impliquer comme tel au niveau de la Société du cancer et de la jonquille, parce que sur mon plan personnel, j'ai quand même perdu des membres de ma famille, puis dont mon père qui est décédé du cancer du poumon à l'âge de 57 ans. Or, aujourd'hui, mais j'aime ça remettre auprès d'un organisme comme la Société du cancer qui me permet de rayonner, puis de donner un peu plus, d'aider, de servir la communauté, je peux dire. Bon. Et toute cette campagne, la prévente et la vente de la jonquille, là, février, mars, avril, nous mène aussi tranquillement à l'organisation du traditionnel Relais pour la vie, qui cette année, on va le dire tout de suite, donc c'est le vendredi 3 juin, donc 12e édition. Toujours sur la piste à côté du Colisée. Hein? Exactement. Donc, ça ne change pas de place, toujours au même endroit. Donc, ça aussi, c'est l'important aussi qui vient un peu attacher tout ça là, au mois de juin. Là. Exactement. Un comité organisateur qui s'active de mois en mois pour organiser l'événement. Les capitaines aussi peuvent s'inscrire en ligne dès maintenant. Les soirées de capitaines vont commencer dès le 9 février pour recevoir leurs trousses puis bâtir leur équipe. Donc, les frais d'inscription sont à 15 On suggère d'amasser un montant entre 100 et 150 Ils peuvent toujours nous appeler aux bureaux régionaux ou aller sur relaispourlavie.ca pour avoir plus ample information. Bon. Et là, on est toujours, je présume, sensiblement dans les mêmes objectifs. 1000 marcheurs, 300 000 Exactement. On est toujours un peu sensiblement dans ça. Là. Oui, effectivement. On veut stabiliser, dans le fond, pour notre campagne du Relais pour la vie à Saint-Jean. Mais à chaque année, ça reste quand même un éternel recommencement. Hein, que ce soit la vente de la jonquille ou le relais ou peu importe l'activité. On a beau se dire, oui, l'année passée, on l'a fait, puis l'année d'avant aussi, puis l'année d'avant aussi, mais c'est pas gagné d'avance. Non, effectivement, l'argent, la pointe de tarte, on a à peu près toutes les mêmes sommes d'argent, mais il y a de plus en plus d'organismes avec le mot cancer à l'intérieur. Donc, la concurrence est forte. Nous, à Saint-Jean, c'est vraiment un relais pour la vie. L'argent est amassé dans la communauté de Saint-Jean, principalement. Cette année, quelque chose de nouveau, on va aller vendre des lettres. On sait que les luminaires sont par ordre alphabétique pour notre relais à nous. Donc, les lettres vont pouvoir être vendues avec le logo de l'entreprise au montant de 250 $. Donc, on essaie une nouvelle façon d'aller ramasser des commandites différentes parce qu'on sait que d'approcher le commanditaire pour aller chercher une commandite monétaire, parfois, c'est difficile quand il n'y a rien en échange. Donc, on essaie la vente de lettres du Tour de piste cette année. Et là, vous mettez l'emphase aussi sur le Relais Plus. Le Relais Plus, qui est une course qui va avoir lieu de minuit et demi à 5h30 du matin. Nous, on laisse 2 corridors pour les gens qui veulent courir. Donc, ça amène une clientèle de plus au relais. Donc, on veut mettre l'emphase beaucoup sur le Relais Plus cette année. Donc, le Relais pour la vie le vendredi 3 juin, mais entre-temps, bien sûr, la vente de la jonquille en kiosque dans la semaine du 5 au 10 avril. Mais là, actuellement, on revient à la pré-vente de la jonquille, surtout en milieu corporatif. Donc, Fernand, qu'est-ce qui reste à faire là, dans les prochains jours et les prochaines semaines? Bien, c'est d'accueillir, rencontrer les gens, aller à la rencontre des personnes, des organismes, des entreprises.
des gens qui ont le désir d'obtenir des jonquilles. S'ils veulent, ils peuvent s'agit de me rejoindre par téléphone ou par courriel. Puis je vais tout simplement communiquer avec eux autres pour avoir une possibilité qu'ils fassent un don aussi, c'est possible. Fait que c'est important, la jonquille, c'est important. Il y a beaucoup de monde au cours des derniers mois qui sont décédés, beaucoup de monde, des artistes aussi. Oui, c'est vrai. Fait que c'est important, on s'en rend compte. Il s'agit qu'on puisse y participer et s'impliquer pour donner des résultats concrets. Donc, on vous invite à participer à cette campagne de la prévente de la jonquille pour livraison le 5 avril. Donc, à contacter, bien sûr, Fernand et ses acolytes pour, bien sûr, faire votre part auprès de la Société canadienne du cancer. Donc, à vous deux, merci beaucoup. Merci. Meilleure des chances. Merci. Restez avec nous. Au retour, on vous présente le Babillard quotidien. Il y aura du théâtre jeunesse à l'école secondaire de Chambly. C'est organisé par les loisirs de Chambly. C'est le dimanche 6 mars à 13h30. À chaque semaine, on vous présente des extraits du conseil municipal via l'émission Saint-Jean-sur-Richelieu. On a un spécial Saint-Valentin pour le télébingo dimanche qui vient, le 14 février, où il y a une augmentation de la cagnotte totale qui est à 4 000. En fait, c'est la carte pleine qui est haussée à 2 500. Spécial Saint-Valentin. Donc ça, c'est dimanche matin, 9h30. Et pour acheter vos livrets, il y a une trentaine de dépositaires dans la région pour avoir la liste tvhr9.com. Entre-temps, si vous désirez me joindre, faites-le par courriel en un mot, Éric Latour, @tvhr9.com. Et nous, notre prochain rendez-vous, c'est bien sûr demain. Bye-bye.